Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, deux phénomènes réels au Burkina Faso et diagnostiqués au cours d'un forum à Ouagadougou. Les résultats de ce forum sont très attendus pour assurer une stabilité financière et réussir la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Les enjeux à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, le nouveau siège de la radio-diffusion-télévision du Burkina est en plein chantier. L'infrastructure qui devra s'achever en novembre 2020 est actuellement exécutée à environ 10%. Un taux d'exécution apprécié positivement par le directeur général de la RTB en visite sur le site ce matin. Et puis à l'étranger, la France change sa politique migratoire. L'immigration économique dans ce pays se fera désormais selon des quotas. Cette politique annoncée par le gouvernement devra entrer en vigueur en 2021. Explication à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous commençons ce journal avec cette triste information qui vient de tomber. Un convoi de retour de la mine d'or de Bungu dans la région de l'Est a été attaqué aujourd'hui par des individus armés. Le convoi composé de plusieurs bus sous escorte transportait des agents de la mine ainsi que des prestataires. Le bilan de cette attaque est très lourd. L'on déplore 37 décès civils et plus de 60 blessés, dont certains sont évacués à Ouagadougou pour des soins, selon un communiqué du gouverneur de la région de l'Est. Et puis un ratissage des forces de défense et de sécurité est en cours dans la zone, selon le même communiqué. Nous poursuivons ce journal avec les nouvelles du Conseil des ministres de ce mercredi. L'exécutif s'est justement penché sur la situation sécuritaire du Burkina Faso, notamment les dispositions prises pour ramener la quiétude dans la région du Sahel. Le Conseil a aussi ratifié un accord de crédit pour le financement d'un projet dans le secteur agricole. Le compte rendu de Adama Guiti et Frédéric Etienne Basenga. La situation sécuritaire au cœur de ce Conseil des ministres. Suite à l'assassinat du député maire de Djibo et ses compagnons, le gouvernement revisite les mesures prises pour ramener la sérénité dans ces localités. Le Premier ministre et le ministre en charge de l'administration du territoire, ministre d'État, ont présenté un peu la situation au niveau sécuritaire. Les ministres ont échangé et ont été informés des dispositions qui ont été prises et qui sont en train d'être mises en œuvre afin de ramener la quiétude au niveau donc des différentes localités. Le Conseil tient à renouveler ses condoléances aux populations de Djibo, victimes donc de qui ont vu leur frère victime de cet assassinat. Renouveler également ses condoléances à l'ensemble du peuple burkinabé qui perd des frères et des sœurs dans ce combat injuste qui nous a été imposé, mais surtout rassurer les populations que tout est mis en œuvre, même si cela peut être difficile, afin justement de rétablir la quiétude dans ces localités-là. Le gouvernement donne également son quitus pour la ratification d'un accord de crédit conclu avec l'Association internationale de développement IDA. C'est un prêt qui va servir à financer le projet de résilience et de la compétitivité agricole. Il s'agit de 115 milliards de francs CFA sur un programme qui s'étale sur 6 ans, qui vont toucher les cascades, les hauts bassins, la boucle du Moun et le nord en ce qui concerne les constructions d'infrastructures, mais l'ensemble du territoire national pour les autres aspects. Il y a en effet 3 volets majeurs qui sont pris en compte. Il s'agit de l'amélioration de la production agricole, de l'amélioration de la compétitivité et la facilitation de l'accès au marché et de la promotion du développement de l'agro-industrie par le secteur privé. Le gouvernement suit aussi de près la situation des 31 Burkinabés arrêtés en Guinée pour leurs activités liées à CUNET pour certains et les autres pour atteinte à la sécurité de l'État. Plusieurs ont déjà été libérés. Le gouvernement espère la libération des autres dans de bonnes conditions. De ce Conseil des ministres, il reçoit également que cette année, la Semaine nationale du numérique va se tenir à Bobo-Dioulasso du 19 au 23 novembre 2019. En actualité politique, Kadri Désiré Ouedraogo explique à la population de Tangué d'Assouri le sens de son engagement pour les élections de 2020. Sous la bannière du mouvement Agir, il a animé une assemblée générale le samedi dernier. Il sollicite l'adhésion des électeurs de cette commune pour faire passer ses idéaux lors des prochaines élections. On en sait plus avec Vincent Tchendrebengo. Kadri Désiré Ouedraogo à la rencontre de ses partisans de Tangué d'Assouri.
À cette rencontre, il dit être venu expliquer le sens de son engagement politique à ses compatriotes et leur lancer un message de réconciliation et de rassemblement. Nous sommes venus pour expliquer à nos frères et sœurs le sens de notre engagement dans les prochaines élections de 2020. Et cet engagement vient du fait que nous savons que notre pays traverse en ce moment des difficultés et qu'il est du devoir de chaque Burkinabé de s'investir pour que nous puissions travailler à redresser ensemble cette situation. Selon le candidat déclaré à la présidentielle de 2020, c'est un devoir de patriotisme qui a valu son engagement politique. Face aux nombreux défis auxquels le Burkina Faso est confronté, l'ancien Premier ministre dit être à même de proposer des solutions nouvelles. Nous ne pouvons pas nous taire et assister impuissants à cette dérive qui nous menace tous. C'est pourquoi nous avons senti comme un devoir patriotique de nous engager et de proposer des solutions nouvelles pour tirer notre pays de l'ornière. Mais le moyen le plus efficace pour la mise en œuvre de ces solutions est d'obtenir le mandat du peuple burkinabé à travers les prochaines élections de 2020. Au regard de la mobilisation de la population de Tangandasouri, Kadri Désiré Ouédraogo se montre confiant. Il invite par ailleurs la jeunesse burkinabé à s'investir pour faire valoir ses idéaux en 2020. Le projet est ambitieux et il tient à cœur les responsables de la radio-diffusion-télévision du Burkina. Le futur siège de la chaîne au cœur des grands événements est en plein chantier avec un taux d'exécution estimé à 10%. Ce matin, le directeur général de la RTB est allé apprécier le niveau d'avancement des travaux. Le constat avec Sidi Larayenne et Mamadou Ba. Sur le chantier du siège de la RTB, 9 entreprises sont à la tâche, dont 3 pour les grosses œuvres. Ici, l'on s'affaire au coffrage des potelets. Là, c'est le coffrage d'une semelle isolée. Le taux d'exécution du complexe R+5 est à 10%. L'agence Faso-Bara est le maître d'ouvrage délégué. Le bâtiment principal qui est le plus important au niveau des fondations, c'est un gros travail qui est fait, qui prend du temps, mais qui malheureusement en termes de taux d'exécution ne pèse pas. Donc c'était un peu la partie la plus longue à réaliser, que nous avons quasiment réalisé, j'allais dire à 90% maintenant. Donc c'est à partir de cela maintenant que nous pourrons avoir une accélération assez substantielle du taux d'exécution. Entouré de son staff, le directeur général de la RTB est venu constater de visu l'avancement des travaux. Vous avez vu qu'il y a des grosses semelles, il y a du béton qui est en train d'être coulé et la salle de conférence, la salle de spectacle sont en train d'être aménagées, en train d'être montées. Le bâtiment principal R+5 également, avec les studios de la télé, de la radio. Ce que nous avons vu ce matin-là nous réconforte dans notre position. Il faut aller de l'avant pour pouvoir véritablement offrir à l'ensemble des Burkinabés, pas seulement aux travailleurs de la RTB, ce joyau architectural R+5. Le remblai du bâtiment principal commence dans moins d'une semaine. Mais la délégation de la RTB se demande s'il n'est pas possible d'en faire plutôt un sous-sol. Non, parce que les études techniques n'ont pas considéré, n'ont pas pris en compte cette hypothèse d'en faire un sous-sol. Le nouveau siège de la RTB va coûter plus de 16 milliards de francs CFA. Sa construction s'achève en novembre 2020. Que de révélations au Forum national sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme débuté hier à Ouagadougou. On apprend que plus de 20 opérations terroristes ont été perpétrées au Burkina Faso grâce à des financements extérieurs. Ces financements se font via des structures bancaires, commerciales et caritatives. Il est donc temps d'identifier des stratégies en vue de barrer la route au financement du terrorisme et à la criminalité financière. Alidou Badini et Mamadou Ba. Un film sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour planter le décor. La criminalité financière est une réalité au Burkina. Autorités régionales, judiciaires,
militaires et paramilitaires, représentants des secteurs publics et privés et de la société civile se penchent sur les conditions idoines d'une stabilité financière propice à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Il s'agira de faire partager à tous les acteurs de lutte contre ces fléaux-là les résultats de cette étude, bien évidemment, qui a certainement fait un diagnostic intéressant, mais qui surtout est assorti d'un plan d'action qui va permettre d'atténuer les risques donc, de blanchiment des capitaux et de financement du Burkina Faso. L'étude menée entre 2009 et 2016 par le Secrétariat permanent pour l'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme révèle que 21 opérations terroristes ont été perpétrées sur le sol burkinabé grâce à des fonds générés à l'étranger. La menace en matière de blanchiment de capitaux est élevée au niveau du Burkina Faso et en matière de financement du terrorisme, elle est moyennement élevée. Cette étude révèle enfin que les banques, les services commerciaux et des organismes à but non lucratif sont les principaux canaux de financement du terrorisme. La stabilité financière, c'est ce qui permet aussi d'améliorer le climat des affaires dans notre pays. Le comité de pilotage a mis en place à cet effet tient sa deuxième session ordinaire de l'année 2019. Autour du chef du gouvernement, les membres de ce comité évaluent la mise en œuvre des réformes qui garantissent l'amélioration du climat des affaires au Burkina. Kwale Nedie et Issa Kanana. Cette deuxième session du comité de pilotage du dispositif de suivi de l'amélioration du climat des affaires se tient après celle de janvier 2019. Une session qui intervient à quelques jours de la publication du rapport Doing Business 2020, un rapport qui classe le Burkina Faso au 151e rang mondial sur 190 économies évaluées. L'année dernière, on était classé 151e, cette année on est encore 151e, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de bons en avant au niveau donc des pays les plus réformistes, mais au moins on a arrêté donc le recul définitivement, ce qui montre que l'ensemble des réformes qui ont commencé à être mises en œuvre et l'axe que nous avons choisi dans le plan d'action est le bon, puisque cela nous permet désormais de reprendre la route en tout cas de ceux qui se hissent vers le haut. Créer les conditions pour un climat des affaires encore plus attrayant au Burkina Faso, c'est l'objectif affiché et en cela l'État peut compter sur l'accompagnement du secteur privé. Nous allons jouer notre partition, qui est d'aider le gouvernement à identifier quelles sont les réformes qui sont de nature à nous amener à faire les affaires dans de meilleures conditions. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'accompagner, il s'agit aussi de dire au gouvernement, voici le sens dans lequel nous voudrons que vous alliez. Et comme le gouvernement nous a déjà donné sa ferme volonté de nous accompagner, d'être à notre écoute, et nous pensons que c'est une très bonne chose et le partenariat est bien parti pour que nous gagnions ensemble dans l'amélioration du climat des affaires. Le Burkina Faso ne recule donc pas dans le classement. Toute chose qui encourage et invite à développer les meilleures initiatives pour améliorer les performances selon le Premier ministre. Pour Christophe Joseph Marie Dabiré, il est nécessaire de prendre des dispositions idoines pour se repositionner, car de ce classement dépendra l'afflux des investisseurs étrangers et la confiance des partenaires techniques et financiers. Ils se sont engagés à promouvoir la paix au Burkina Faso. Ils sont une dizaine d'anciens réunis au sein d'un panel et ils s'entendent user de leur influence dans la société pour faire régner la paix au Burkina Faso. À la tête du panel des anciens pour la paix est l'Adj Danginaba Baro, un homme bien connu du monde des affaires dans la région de Haut-Bassin. Karim Ilboudo, Ismaël Saturne, Paris. El Hadj Danginaba Baro est désormais le tuteur de l'appel de Manéga dans la région des Hauts-Bassins. Il est choisi par ses pairs pour diriger le panel des anciens pour la paix dans cette partie du Burkina Faso. Lui et son groupe, au nombre de 11 personnalités issues de diverses sensibilités, doivent user de toute leur autorité et influence sociale pour la promotion de la paix au Burkina Faso. C'est un honneur pour moi d'être choisi par d'imminentes personnalités pour diriger ce groupe d'anciens pour la paix au Burkina Faso. Nous allons faire de notre mieux pour que notre pays soit un pays de paix et de cohésion sociale. La paix, la concorde, le vivre ensemble, la réconciliation, bref, ce sont là les maîtres mots qui ont guidé le lancement de l'appel de Manéga.
Et quoi de plus normal de mettre à contribution les personnes âgées, pétries d'expérience, pour la quête de la paix dans un Burkina Faso éprouvé depuis quelques années. C'est une très belle initiative. C'est très bien réfléchi. Et je me dis que non, nous sommes tous dedans. Nous allons tous s'unir pour leur donner la force de bien gérer la chose. Tout homme qui se veut digne doit avoir une dette pour son pays. On doit se battre pour son pays, mais on doit avoir aussi une dette pour ses devanciers, pour des hommes de repère comme le Papa Barrow. J'ai le devoir, avec beaucoup d'humilité et de modestie, le reconnaître comme un homme plein de talent, plein de valeurs, un vrai combattant pour la paix et le développement du Burkina Faso. En prenant les commandes de l'appel de Maniga dans les Hauts-Bassins, El Hadj Janguinaba Barrow dit mesurer l'immensité de la tâche, un défi qu'il entend relever afin que la paix revienne au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, avec cet appel à un sursaut patriotique et à un soutien aux forces de défense et de sécurité. L'appel est lancé par la coalition des syndicats libres et indépendants et le Conseil national des organisations de la société civile. Au cours d'une conférence de presse, ces structures ont aussi souhaité une contribution populaire au profit des déplacés internes. Césaire Carrefour, Issa Kanana. La coalition des syndicats libres et indépendants et le Conseil national des organisations de la société civile proposent une cotisation des travailleurs pour soutenir l'effort de guerre du pays face au terrorisme. C'est l'une des principales recommandations faites par ces deux organisations à l'issue de leur forum tenu en octobre dernier. Pour ces deux structures, la situation sécuritaire du pays commande que chacun y mette du sien. La première recommandation, c'est l'appel à l'union sacrée de tous les Burkinabés contre le terrorisme. Le deuxième appel, c'est effectivement la souscription volontaire pour qu'effectivement tous les Burkinabés qui veulent participer par un effort quelconque à soutenir nos FDS et les déplacés puissent le faire. En présentant ces recommandations, les conférenciers estiment que les Burkinabés doivent d'abord compter sur eux-mêmes. Ce n'est qu'au prix du sacrifice de ses concitoyens que le pays retrouvera sa quiétude. Parce que comme le disait le camarade président, un peuple conscient ne confie pas sa défense à un groupe spécialisé, aussi spécialisé qu'il le soit. Ça, c'est le camarade président Thomas Sankara qui le disait. C'est avant tout le peuple qui se défend. C'est l'occasion également pour les porte-parole de la coalition d'appeler les travailleurs à ne pas perdre de vue la situation de leur pays. Cette question à présent, où en est-on avec les projets de réalisation des barrages de Ouessa, Bassiré et Banwali? La réponse nous est donnée par la commission technique d'appui à la réalisation de ces ouvrages. Les membres de cette commission se sont retrouvés hier à Ouagadougou pour faire l'état des lieux de ces futurs ouvrages. Kwale Nebié et Maxime Zongo. Dans le cadre de la lutte pour l'atteinte de la sécurité alimentaire, le gouvernement du Burkina a fait de la mobilisation des ressources en eau l'une de ses priorités. Dans ce cadre, des projets de réalisation de barrages, dont ceux de Ouessa dans le Yoba, Banwali dans les Banwa et Bassiri dans la Komandjari sont envisagés. Dans un souci de garantir la qualité technique des études, un panel d'experts a été constitué et une commission technique mise en place. Il s'agit de grands ouvrages, donc toute réalisation d'ouvrages est précédée par d'abord des études détaillées. Voilà, c'est ça qui permet de connaître comment il faut construire l'ouvrage. Et c'est ce travail qui a été fait. C'est une phase très très importante. C'est ça qui permet de cerner un peu le financement de l'ouvrage. Et comment est-ce que l'ouvrage va s'insérer au sein même de l'environnement. La présente session est donc destinée à examiner d'une part les études de l'avant-projet détaillé des barrages de Banwali et de Bassiri et d'autre part celle de l'avant-projet sommaire de Ouessa. Cette rencontre décisive permettra donc de négocier les financements avec les partenaires et les conclusions des travaux donneront des orientations capitales à la finalisation de ces projets.
Dans l'actualité également, le centre de tissage de l'association des femmes tisseuses de Ponsomtenga a reçu ce mercredi la visite des premières dames du Burkina Faso et du Mali. Ce centre, situé à une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou, est spécialisé dans le tissage à la main, la décoration et l'ameublement. Les 80 femmes qui y travaillent ont été réconfortées par la visite de ce jour. Jared Bala et Caroline Ouari. C'est une journée comme on n'en voit pas souvent. Les tisseuses de Ponsomtenga reçoivent ce jour la visite de deux épouses de présidents, celle du Burkina et celle du Mali. Depuis plus de 15 ans qu'elles sont dans le métier, les tisseuses de ce village à 15 km de Ouagadougou attirent des regards. Profitant de la présence de l'épouse du président malien au Burkina pour une rencontre sur la prévention de l'insécurité, Mme Kaboré fait visiter à sa consoeur ce centre qui emploie plus de 80 femmes dans le domaine du tissage à main. À travers ce centre, je vois que le message du chef de l'État en direction de la consommation de nos produits, de la promotion de la consommation de nos produits a été entendu. Et je vois qu'ici, avec ce qui se fait, on n'a plus rien à envier, on n'a plus à importer forcément des pagnes, on a de quoi s'habiller. Émerveillée, la visiteuse ne repartira pas au pays du Bazin sans le Faso d'Anfani. Madame Keïta apprécie positivement l'entreprise des tisseuses. C'est un début d'entrepreneuriat féminin et dans ce sens-là, ça amène les femmes à être plus libérées. Donc, à nous amener, nous, les premières dames, en tout cas, de mieux faire et encore plus de plaidoyer par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Présidente de l'association des tisseuses, Madame Oudraogo a vu des vertes et des pas mûres avant de trouver le bon coloris. Aujourd'hui, ces pailles s'arrachent comme de petits pains sur le marché et de voir deux premières dames venir l'encourager est une sorte de consécration. Nous sommes heureuses. Hier soir, quand nous avons été informés de cette visite, nous avons été transportés de joie. À dire vrai, les femmes tisseuses de Ponsomtenga sont des battantes. Le centre des tisseuses bénéficie de l'appui technique et financier de projet. Sur les origines de sa création, il faut remonter à l'implication personnelle du général Bilazagré, natif du village, dont le coup de pouce est encore salué. Les épouses des présidents burkinabés et maliens ont également fait un tour à l'espace d'exposition de rencontres internationales de la peinture. L'événement se tient depuis le 2 novembre dernier dans la capitale burkinabé. Vous pourrez y voir des tableaux et autres œuvres d'art d'origine africaine, européenne et américaine. En attendant, voici le point de la visite des premières dames avec Adama Guiti et Amadou Marceltou. Les premières dames du Burkina et du Mali aux rencontres internationales de peinture de Ouagadougou. Un par un, l'ensemble des tableaux exposés sont sculptés attentivement des yeux par les autres. Preuve que l'art plastique a bel et bien sa place au Burkina, selon le ministre en charge de la culture. De façon particulière, cette visite des premières dames et du ministre de la Culture que je suis moi-même, nous sommes venus témoigner à la promotrice des RIPO combien nous sommes sensibles à cette exposition d'art plastique. La diversité de cette création artistique nous incite, du moins en tant que gouvernement, à accorder beaucoup plus d'importance à ce secteur. Espace d'échange d'expériences et de formation des artistes peintres en herbe, les RIPO 2019 se veulent également un dialogue entre opérateurs d'industrie culturelle et décideurs politiques, d'où les attentes de la promotrice. Oh là là, les mots me manquent. Franchement, je suis très honorée, je suis très contente. Et en fait, c'est un rêve qui se réalise en fait. Et donc, le fait de voir les premières dames, le ministre et puis tout le staff et venir nous voir, venir voir nos œuvres, les œuvres des artistes, et montre que les autorités aussi ne sont pas insensibles. La troisième édition des RIPO, c'est plus de 20 plasticiens venus de France, du Maroc, des États-Unis, de Belgique, de la Guyane
et de la Côte d'Ivoire, entre autres, dans le souci de promouvoir la peinture. Comme l'artiste doit bien vivre de son art, ces tableaux seront vendus aux enchères à la fin de ce mois de novembre. C'en est fini pour la 9e édition des retrouvailles de Réau, un événement qui aura tenu toutes ses promesses. Les ressortissants du Sanguier se sont mobilisés pour parler développement socio-économique et culturel de leur localité. Cela s'est déroulé sur 4 jours et dans une ambiance de fête. Nous voyons cela avec Jean-Eudes Bayala et Amadou Marcel Tou. Ils sont ressortissants de la commune de Réau, originaires ou tout simplement amis de la province du Sanguier. Réunis à la faveur de retrouvailles Réau, ils ont tous un défi commun, le développement socio-économique et culturel de la localité. Nous savons bien que le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc, comme on aime le dire, tu laves ton ventre et on t'aide à laver ton dos. Donc, c'est à nous d'abord de prendre à bras le corps notre développement, quitte à ce que le gouvernement vienne maintenant nous appuyer pour que tout cela soit grand. Nos associations sœurs, nous faisons tout pour les appuyer en conseil, étant donné que nous avons déjà 9 ans. Beaucoup viennent vers nous pour prendre conseil aussi, histoire de mettre en place une association. Retrouvailles Réau, c'est au moins une œuvre sociale en faveur des populations chaque année. Pour cette 9e édition, le secteur de l'éducation est retenu. C'est un truc provincial, on va de commune en commune. Donc, cette année, nous nous sommes déportés du côté de Pouni. Il y avait une école primaire publique A qui n'arrivait plus à accueillir les enfants. En un rien de temps, on a pu encore rentrer dans les fonds. C'est ce qui nous a permis de mettre en place la salle de classe équipée qu'on a mis à disposition de l'école Baganapoun A. C'est sincèrement un message de reconnaissance, de remerciement à l'endroit des jeunes qui organisent chaque année Retrouvailles Réau, d'une part, et un remerciement à l'endroit des parrains qui ont bien voulu disposer de leur temps, de leur matériel pour accompagner ces jeunes dans la réalisation de cette 9e édition. Une grande occasion de cohésion sociale. Le festival de la région, c'est 4 jours d'œuvres sociales, mais également 4 jours de festivités avec le village des retrouvailles où boire et manger étaient au rendez-vous. Actualité à l'étranger, la France revoit sa politique migratoire avec la mise en place de quotas. Le pays veut se doter d'une nouvelle politique d'immigration économique qui se veut légale mais sélective. Le Premier ministre Édouard Philippe a fait l'annonce ce 6 novembre. Migratoire. La droite avait renoncé sous Nicolas Sarkozy. Sous Emmanuel Macron, le gouvernement semble prêt à franchir le Rubicon. La France s'apprête à adopter des quotas d'immigrés économiques. La ministre du Travail l'a confirmé à la veille des annonces promises par l'exécutif. Il s'agirait de fixer chaque année des objectifs chiffrés d'immigrés professionnels en fonction des besoins du marché du travail, et ce, dès l'été 2020. Dans les filières en tension comme la restauration ou le bâtiment, l'idée est plutôt bien accueillie. Mais à gauche comme à droite, les critiques fusent. Si les premiers crient à la droitisation électoraliste, les seconds soulignent que l'immigration économique ne représente que 33 000 titres de séjour sur les 256 000 délivrés l'an dernier. Inutile de les limiter donc. Autre mesure qui fait débat, un accès aux soins restreint, avec notamment l'instauration d'un délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile ne puissent accéder à la protection universelle maladie. Et puis nous revenons sur cette information dont on vous parlait en début de journal. Dans la journée du 6 novembre 2019, un convoi de 5 autobus sécurisés par une escorte militaire en partance pour la mine d'or de Bungu a été victime d'une attaque meurtrière complexe perpétrée par des hommes armés non identifiés sur l'axe Ougarou-Bungu dans la province de la Tapua, région de l'Est. Cette attaque a fait de nombreuses victimes et des blessés graves. Un communiqué viendra préciser le bilan de cette attaque lâche et barbare. Les forces de défense et de sécurité ont lancé une opération pour porter secours aux personnes blessées et ont entrepris un ratissage dans la zone. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il invite par ailleurs les populations à la vigilance et les rassure de l'engagement de nos forces de défense et de sécurité à ramener la quiétude dans nos régions. Et
C'est un communiqué signé du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Ismaël Dilouma Sirima vous retrouve à 22h30 pour un dernier tour de l'actualité. Merci de votre fidélité à la RTV.